Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Ici tout commence. L'épisode 1345 marque un véritable point de bascule à l'Institut Auguste Armand. Un épisode où les masques commencent à tomber, où les silences deviennent plus lourds que les mots, et où chaque personnage semble avancer à tâtons, conscient que le moindre faux pas peut tout faire s'effondrer. Car cette fois, il ne s'agit plus seulement de rivalité, de petites tensions du quotidien ou de simples erreurs d'apprentissage. Une nuit, que l'on pensait intime et sans conséquence, va se transformer en menace. Pour Anouk et Lou, ce qui relevait de la sphère privée devient soudain une arme redoutable. Un message anonyme. Une vidéo. Et une peur immédiate, viscérale, incontrôlable. Qui observe? Qui manipule? Et surtout, jusqu'où cette personne est-elle prête à aller pour faire pression, humilier, détruire? À l'Institut, la peur ne crie pas. Elle s'installe. Elle se glisse dans les regards, dans les non-dits, dans les décisions prises dans l'urgence. Anouk tente de garder le contrôle, de se réfugier dans le travail, de faire comme si rien ne s'était passé. Mais quand l'intimité devient une menace, peut-on encore faire semblant? Pendant que certains luttent pour préserver leur réputation et leur équilibre, d'autres affrontent une réalité tout aussi brutale, celle de leurs propres limites. Milan, déjà fragilisé, va se heurter de plein fouet aux exigences impitoyables du service. À l'Institut, une maladresse peut coûter cher. Très cher. Ici, on n'apprend pas seulement un métier, on apprend à encaisser, à se taire, à se maîtriser. Et parfois, la leçon est douloureuse, presque humiliante. Mais la pression ne s'arrête pas aux cuisines ou aux salles de service. Elle s'infiltre aussi dans les foyers, dans les relations familiales et sentimentales. Carla, fidèle à elle-même, impose ses règles, teste les limites, provoque sans détour. Face à elle, Constance encaisse, déstabilisée, tentant de comprendre jusqu'où cette cohabitation peut aller sans exploser. Derrière les sourires forcés et les discussions apparemment anodines, les tensions s'accumulent et les équilibres vacillent. Et puis il y a les autres. Les regards qui changent. Les habitudes qui ne sont plus les mêmes. Les jalousies silencieuses, les blessures qu'on n'ose pas nommer. Quand Lionel semble s'effacer derrière Juliette, quand Fleur réalise que quelque chose s'est définitivement déplacé, l'Institut devient aussi le théâtre de désillusions intimes, discrètes mais profondément douloureuses. Dans cet épisode, tout s'entrecroise. La réussite professionnelle côtoie la peur. Les projets d'avenir se heurtent au secret. Les victoires sont aussitôt menacées par une pression invisible qui plane au-dessus de l'Institut. Et une question obsède chaque personnage, consciemment ou non, combien de temps encore avant que tout n'éclate? Un épisode dense, tendu, profondément humain, où chaque choix compte, où chaque silence pèse lourd, et où l'on comprend que, parfois, ce ne sont pas les erreurs qui détruisent, mais ce que l'on fait pour les cacher. Alors installez-vous, prenez le temps. Car ce qui vous attend aujourd'hui n'est pas un simple résumé, mais une plongée au cœur des failles, des peurs et des fractures de l'épisode 1345 d'Ici tout commence. Dans Ici tout commence, les conséquences de la nuit passée entre Anouk et Lou s'abattent brutalement, comme un coup de massue dont aucun des deux n'avait réellement mesuré la portée. Ce qui devait rester un moment intime, enfoui dans le silence et la discrétion, se transforme dès l'aube en une source d'angoisse incontrôlable. En quelques heures à peine, la légèreté apparente de la veille laisse place à une peur sourde, profonde, qui ne cesse de grandir. Au réveil, Anouk et Lou reçoivent chacun un SMS anonyme. Le simple fait de voir s'afficher ce message inconnu suffit à créer un malaise immédiat. Mais en ouvrant le contenu, c'est la sidération totale. À l'écran, la vidéo de leur nuit ensemble apparaît sans détour, brutale dans ce qu'elle révèle. Le choc est violent, presque paralysant. La panique s'installe aussitôt, mêlant honte, peur, incompréhension et urgence absolue. Les questions se bousculent sans trouver de réponse. Qui a pu filmer cette scène? À quel moment? Dans quel but? Jusqu'où cette vidéo peut-elle circuler? En l'espace de quelques secondes, leur intimité devient une menace tangible, un secret arraché à leur contrôle, prêt à être utilisé contre eux. Submergée par un sentiment de culpabilité écrasant, Anouk craque. La pression est trop forte,
et les émotions la dépassent. Elle se tourne vers Lou, la voix tremblante, incapable de masquer sa détresse, et lui présente ses excuses. Elle lui confie qu'elle aurait dû arrêter les choses plus tôt, qu'elle aurait dû poser une limite claire avant que la situation ne prenne cette tournure dangereuse. Dans son esprit, la responsabilité est immense. Elle redoute déjà les conséquences professionnelles, les regards, les jugements, mais aussi l'impact personnel que cette affaire pourrait avoir sur leur vie respective. Face à elle, Lou refuse catégoriquement qu'elle porte seule ce fardeau. Il la rassure immédiatement, avec une sincérité désarmante et une douceur protectrice. Il lui rappelle qu'il était pleinement consentant, que ce qui s'est passé ne relève en aucun cas d'une erreur à sens unique, et encore moins d'une faute qu'elle devrait assumer seule. Son discours se veut apaisant, presque enveloppant, cherchant à calmer la tempête émotionnelle qui les traverse tous les deux. À cet instant, il ne s'agit plus seulement de gérer une menace extérieure, mais aussi de préserver un équilibre fragile entre eux. Dans un réflexe de survie, Anouk propose alors une solution radicale, presque instinctive, ne plus en parler. Mettre cette nuit entre parenthèses, faire comme si elle n'avait jamais existé, et se concentrer exclusivement sur le travail. Pour elle, se réfugier dans la rigueur professionnelle, dans la préparation de la carte et l'exigence de la cuisine, est la seule manière de reprendre un semblant de contrôle et d'éviter l'effondrement total. Lou accepte cette décision, conscient que rester focalisé sur leur métier est peut-être leur unique bouée de sauvetage dans ce chaos grandissant. En parallèle, d'autres tensions, plus discrètes mais tout aussi révélatrices, se jouent au sein de l'Institut. Carla se confie à Zoé et lui avoue qu'elle n'arrive toujours pas à se mettre d'accord avec Bérénice concernant leur futur lieu de vie. Le choix se révèle bien plus complexe que prévu, oscillant entre la maison de Tessier et celle de Rose. Chacune de ces options comporte ses avantages, mais aussi des implications symboliques et familiales fortes. Derrière ce désaccord apparemment logistique se cache une réalité plus profonde, même après le mariage, construire un équilibre commun et apprendre à faire des choix à deux reste un défi délicat. Ces intrigues croisées dessinent le portrait d'un institut sous haute tension. Les secrets menacent d'éclater, la culpabilité et la peur s'infiltrent dans les couloirs, et même les projets porteurs de bonheur se heurtent à des dilemmes complexes. Plus que jamais, les personnages avancent sur un fil, conscients que le moindre faux pas pourrait tout faire basculer. Dans Ici tout commence, les apprentissages professionnels et les tensions humaines s'entrechoquent, révélant des fragilités que chacun tente, tant bien que mal, de contenir. Au petit matin, Tom se montre particulièrement investi dans la formation de Milan pour le service en chambre du petit déjeuner. L'exercice, en apparence simple et routinier, se révèle rapidement bien plus complexe que prévu. Milan peine à trouver le bon ton, les formules adéquates, la posture attendue face au client. Ses gestes manquent de naturel, ses paroles sonnent trop familières, presque maladroites, et l'ensemble ne correspond pas au code strict d'un service haut de gamme. Tom observe attentivement la situation et finit par identifier le cœur du problème. Selon lui, Milan ne peut pas se contenter d'appliquer des consignes mécaniques ou d'imiter des gestes appris par cœur. Il doit opérer un véritable changement intérieur, modifier sa manière de parler, transformer son attitude, adopter une autre posture le temps du service. Tom lui propose alors une méthode très imagée, se glisser dans la peau d'un personnage distingué, quelqu'un qui aurait grandi dans un pavillon, habitué aux codes sociaux, à la politesse feutrée et au langage maîtrisé. Pour Tom, cette projection est essentielle. Ce n'est pas seulement un rôle à jouer, mais une posture mentale à adopter pour gagner en assurance et en crédibilité. Milan écoute, visiblement déstabilisé, conscient que cet exercice lui demande de sortir profondément de sa zone de confort. Pendant ce temps, en cours, une autre tension éclate, bien plus explosive. Bianca ne supporte plus l'attitude d'Anouk envers Lou. Elle a le sentiment que la chef ne traite plus ses élèves de manière équitable et que Lou bénéficie d'une indulgence particulière. Cette impression d'injustice la ronge et finit par la mettre hors d'elle. Submergée par la colère et le ressentiment accumulé, Bianca finit par exploser. En plein cours, elle provoque un scandale, laissant échapper son agacement sans filtre. Les mots dépassent sa pensée, la tension devient immédiatement palpable, et l'ambiance se fige dans la salle. Ce dérapage met en lumière un malaise plus profond,
le favoritisme perçu, la difficulté de rester neutre lorsque les émotions personnelles s'invitent dans le cadre professionnel, et la frustration de ceux qui ont le sentiment d'être relégués au second plan. Entre les efforts de Tom pour tirer Milan vers le haut et l'éclat de Bianca qui révèle une fracture en classe, l'institut apparaît plus que jamais comme un lieu où la pression transforme les moindres difficultés en conflits ouverts. Chacun apprend, à sa manière, que maîtriser un métier ne suffit pas, il faut aussi savoir composer avec les émotions, les perceptions et les limites de chacun. À l'Institut, Carla Furiani impose progressivement son rythme, ses règles et ses exigences, au grand étonnement de Constance, qui peine à suivre cette montée en puissance aussi soudaine que déconcertante. Avec un aplomb qui ne laisse aucune place au doute, Carla commence par poser un cadre extrêmement précis pour l'organisation du quotidien. Elle annonce, presque comme une évidence, que chaque matin, la salle de bain sera strictement réservée pour son usage personnel, de 6h30 à 8h45. Ce créneau, qu'elle qualifie d'absolument non négociable, correspond à sa routine beauté et bien-être, un rituel qu'elle considère comme indispensable pour bien commencer la journée et être pleinement opérationnelle. Elle s'exprime avec une assurance tranquille, comme si cette organisation allait de soi, sans réellement mesurer l'impact que cette contrainte peut avoir sur la vie et les habitudes des autres occupants de la maison. Mais Carla ne s'arrête pas là. Toujours aussi sûre d'elle, elle enchaîne en exprimant le souhait que Constance lui prépare chaque matin son petit déjeuner. Afin d'éviter toute approximation ou initiative qui ne correspondrait pas à ses attentes, elle précise qu'elle fournira elle-même ses recettes, soigneusement sélectionnées. Elle détaille ensuite ses habitudes alimentaires avec précision, laissant entendre qu'il ne s'agit pas d'un service ponctuel ou exceptionnel, mais bien d'un rituel quotidien structuré, presque institutionnalisé, qu'elle entend voir respecté à la lettre. Dans la continuité de cette liste de demandes, Carla aborde un autre point qui lui tient visiblement à cœur, sa garde-robe. Elle insiste pour disposer de cintres en bois de cèdre, expliquant avec sérieux que tout autre matériau pourrait abîmer ses pulls en cachemire. Ce détail, en apparence anodin, en dit pourtant long sur son rapport au confort, au luxe et à l'exigence, mais aussi sur sa volonté de contrôler les moindres aspects de son environnement, jusque dans les gestes les plus ordinaires du quotidien. Enfin, Carla pousse la logique de ses exigences jusqu'au bout en évoquant la question de la chambre. Elle confie à Constance qu'elle aimerait s'installer dans la chambre occupée habituellement par Constance et Tessier. Son raisonnement est simple, direct et assumé, Tessier n'est pas là, et il s'agit de la plus grande chambre de la maison. À ses yeux, cette solution semble évidente, presque rationnelle, sans qu'elle ne perçoive réellement à quel point une telle demande peut être intrusive, déplacée, voire profondément déstabilisante pour son interlocutrice. Face à cette avalanche d'exigences, Constance se retrouve quelque peu décontenancée. La scène met en lumière le contraste frappant entre le naturel avec lequel Carla impose ses règles et la patience nécessaire pour y faire face sans créer de conflit ouvert. La situation oscille entre le cocasse et le révélateur, illustrant à la fois le tempérament affirmé de Carla et les ajustements délicats que cette cohabitation promet d'imposer à court et moyen terme. Profondément choquée par les exigences formulées par Carla, Constance décide de ne pas rester seule avec son désarroi. Déstabilisée par ce qu'elle vient d'entendre, elle appelle immédiatement Bérénice afin de lui exposer la situation et tenter d'y voir plus clair. Au téléphone, Bérénice se veut rassurante. Elle calme sa sœur et lui explique que Carla agit volontairement dans la provocation. Selon elle, ces demandes excessives ne doivent pas être prises au pied de la lettre, car elles relèvent davantage d'un jeu de pouvoir et d'un besoin de tester les limites que d'une véritable volonté de tout imposer durablement. Pendant ce temps, Milan et Thelma se retrouvent à l'hôtel Jourdain pour un nouveau cours. Cette fois, c'est Andrea qui encadre la séance. Le changement de cadre est immédiat, tout comme l'atmosphère. L'environnement plus formel et les exigences propres à ce lieu laissent présager une approche différente, potentiellement plus rigoureuse et plus déstabilisante, capable de bousculer les habitudes et les certitudes des élèves. De son côté, Anouk traverse un moment de panique pure. En ouvrant son casier, elle découvre soudain une scène profondément humiliante, des dizaines de préservatifs se répandent au sol, accompagnés d'un smiley dessiné de manière moqueuse. Le geste est clairement destiné à la mettre mal à l'aise, à l'exposer et à la fragiliser. Terrifiée à l'idée d'être surprise, Anouk se dépêche de tout ramasser et de remettre les objets dans son casier, le cœur battant,
consciente qu'elle est désormais la cible d'une provocation inquiétante et soigneusement orchestrée. Pris dans leur ensemble, ces événements, pourtant en apparence disparates, traduisent un climat de plus en plus tendu au sein de l'Institut. Provocation, jeux de pouvoir et attaques sournoises commencent à laisser des traces profondes. Chacun avance avec ses propres failles, pendant que certaines situations, mal contenues, risquent de déraper bien plus vite qu'on ne l'imagine. Et comme si la pression qui pèse sur l'Institut ne suffisait pas, Milan se retrouve de nouveau confronté aux exigences implacables du service, et cette maladresse de trop va entraîner des conséquences immédiates. Déjà fragilisé par la pression et le regard des autres, il se retrouve pris dans une situation qu'il ne parvient pas à maîtriser. Lors d'une interaction avec un client, la situation dégénère rapidement. Le client vient de casser un pot de fleurs, provoquant un moment de flottement embarrassant, lourd de malaise. Désireux de bien faire, mais agissant dans la précipitation et sans recul, Milan se jette instinctivement pour ramasser les morceaux de verre. Son geste est maladroit, trop rapide, et surtout totalement inadapté au contexte d'un service face à la clientèle. En cherchant à réparer l'incident à tout prix, il se blesse. La douleur est vive, immédiate, et sa réaction ne se fait pas attendre. Sous l'effet du choc, de la frustration et de la tension accumulée, Milan laisse échapper des grossièretés devant le client. La scène est particulièrement gênante. Non seulement Milan perd le contrôle de son langage, mais il renvoie aussi une image désastreuse du service et de l'établissement. Le malaise est palpable, presque oppressant, et l'incident ne passe évidemment pas inaperçu aux yeux d'Andrea, qui assiste à la scène ou en est informée dans l'instant. Andrea ne cache pas sa colère. Pour elle, le comportement de Milan est tout simplement inacceptable. Elle estime qu'il ridiculise son établissement par son manque de maîtrise, son absence de sang-froid et son incapacité à respecter les codes professionnels indispensables face à la clientèle. Son jugement est sévère, mais assumé. Tant que Milan ne saura pas se contrôler, il n'est pas prêt à assumer ce type de responsabilité. À ses yeux, le talent ou la bonne volonté ne suffisent pas lorsque les règles fondamentales du métier ne sont pas respectées. En réaction, Andrea prend une décision ferme et sans appel. Elle confie à Milan une tâche qui ne nécessite aucune interaction avec les clients, le mettant volontairement à l'écart du service direct. Ce choix n'est pas une sanction gratuite, mais une manière de lui faire comprendre la gravité de ses erreurs. Andrea est très claire sur ses intentions, elle ne compte pas lâcher Milan tant qu'il ne se comportera pas correctement. Elle entend le pousser à évoluer, à apprendre la rigueur, la retenue et le professionnalisme indispensables dans ce métier, même si cela implique pour lui une période difficile, éprouvante et profondément humiliante. Cette séquence met une nouvelle fois en lumière les limites de Milan face à la pression du service, mais aussi la détermination d'Andrea à ne rien laisser passer. À l'Institut, chaque erreur a un prix, et chaque faux pas devient une leçon, parfois rude, mais nécessaire pour espérer grandir et progresser. Peu à peu, les non-dits s'accumulent et finissent par révéler un climat de malaise généralisé, où chacun semble cacher une part de vérité. Bérénice se confie à Jim au sujet de ses nuits, devenues particulièrement difficiles à vivre. Elle lui explique que ces nuits sont un véritable cauchemar. Elle est somnambule, sans même s'en rendre compte, elle se lève pendant son sommeil pour aller cuisiner. Ces épisodes nocturnes sont non seulement déroutants, mais aussi extrêmement bruyants. Elle déplace des objets, fait du bruit en pleine nuit, au point de perturber tout le monde autour d'elle. Cette perte de contrôle l'inquiète profondément et l'épuise, d'autant plus qu'elle se réveille chaque matin sans souvenir précis de ce qu'elle a fait pendant la nuit. Puis, presque à contre-cœur, Bérénice finit par lâcher une autre information, encore plus dérangeante. Elle avoue qu'elle a ramené des punaises de lit de leurs vacances. Cette révélation éclaire soudain de nombreux comportements étranges et permet de comprendre l'inconfort ambiant qui s'est installé. À cet instant précis, Jim comprend que la situation est bien plus grave qu'il n'y paraît. Pour lui, il devient évident que tout le monde ment, minimise ou dissimule la vérité pour éviter le conflit ou la panique. Ce constat le laisse amer, conscient que l'accumulation de mensonges et de silences ne fait qu'aggraver le problème. Dans ce contexte déjà lourd de tension, Bérénice exprime également sa colère face à l'attitude de Carla Furiani. Elle juge très sévèrement ce que Carla a fait auprès de Constance. À ses yeux, ce comportement est à la fois déloyal et puéril.
Elle estime que ces provocations gratuites et ces exigences déplacées dépassent largement le cadre de l'humour ou du simple jeu. Derrière cette critique se cache une véritable déception. Par ses agissements, Carla met tout le monde dans une position inconfortable et alimente des tensions inutiles au sein de la famille. Cette séquence met en lumière un désordre qui ne se limite plus à de simples arrangements du quotidien. Entre troubles nocturnes incontrôlables, vérité dissimulée et provocations mal vécues, l'équilibre devient de plus en plus fragile. À l'institut comme à la maison, les masques commencent à tomber, et les conséquences de ces mensonges risquent de ne pas tarder à éclater au grand jour. Dans ce contexte déjà fragile, les tensions sentimentales et les soupçons continuent de s'entrecroiser, tissant peu à peu un climat de malaise de plus en plus perceptible, où chaque regard et chaque silence semblent chargés de sens. Lionel et Juliette débarquent au comptoir de Jude, où se trouvent déjà Fleur et Joséphine. Dès les premières secondes, l'atmosphère paraît étrange, presque figée. Les échanges sont rares, les regards discrets mais lourds de sous-entendus, et les silences s'installent avec une gêne difficile à dissiper. Pour tenter de détendre l'ambiance, Lionel et Juliette décident de grignoter quelque chose, comme pour banaliser leur présence et alléger la tension ambiante. Juliette commande naturellement un matcha latte accompagné de bâtonnets de crudité, un choix léger, assumé et parfaitement en accord avec son image. Sans même réfléchir, Lionel annonce qu'il prendra exactement la même chose. Ce détail, en apparence insignifiant, frappe immédiatement Fleur. Elle observe Lionel avec un mélange d'agacement et de tristesse sourde. Ce qu'elle voit lui fait mal, bien plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle ne reconnaît plus l'homme qu'elle a connu. Ses habitudes ont changé, son attitude aussi, comme s'il se moulait désormais dans le sillage de Juliette, au point de s'effacer derrière elle. Pour Fleur, cette imitation est de trop. Elle est profondément saoulée, blessée, et comprend que quelque chose s'est définitivement déplacé entre eux, sans retour possible. Pendant ce temps, Anouk décide de mettre carte sur table avec Lou. Elle le confronte au sujet des préservatifs retrouvés dans son casier, accompagnés d'un dessin moqueur. Troublée et encore sous le choc de ce qu'elle subit depuis plusieurs jours, Anouk s'interroge. Elle se demande si un élève n'aurait pas voulu lui faire un prank, une provocation volontaire destinée à l'humilier ou à alimenter des rumeurs. Elle cherche à comprendre, à identifier l'origine de ce geste, consciente que ce type de plaisanterie peut rapidement dégénérer, surtout dans un climat déjà tendu et marqué par la suspicion. Entre jalousie silencieuse, identité qui vacille et soupçons de harcèlement déguisé, l'institut apparaît plus que jamais comme un terrain instable. Chacun tente de garder contenance, de faire bonne figure, mais les fissures se multiplient. Les non-dits s'accumulent, prêts à laisser éclater des vérités que plus personne ne parvient vraiment à contenir. De son côté, Zoé a une idée qui pourrait bien débloquer la situation de Carla Furiani et Bérénice. Face à leur incapacité persistante à se mettre d'accord sur un lieu de vie unique, Zoé leur propose une solution simple, équilibrée et concrète, fonctionner une semaine sur 2, en résidence alternée, chez Tessier puis chez les Leroy. Cette organisation permettrait à chacune de ne pas renoncer totalement à ses préférences, tout en évitant les conflits permanents et les frustrations accumulées. Cette proposition, à la fois pratique et apaisante, ouvre enfin une perspective réaliste pour leur quotidien de jeunes mariés. Pendant ce temps, au Doubla, l'enjeu est tout autre, mais tout aussi déterminant. Anaïs déguste les plats imaginés par Anouk et Lou pour la nouvelle carte du restaurant. L'instant est décisif. Chaque bouchée est scrutée, analysée, évaluée avec une exigence implacable. Très vite, Anaïs est bluffée. Les propositions se révèlent audacieuses, maîtrisées et parfaitement cohérentes. Elle reconnaît la créativité, la précision et la complémentarité du duo. Le verdict tombe sans appel, la nouvelle carte est validée et débarquera dès la semaine prochaine, promettant un véritable renouveau au Doubla. Pour Anouk et Lou, c'est une immense fierté, la confirmation que leur travail porte ses fruits, malgré les turbulences personnelles qui les secouent. Mais cet instant de réussite est brutalement rattrapé par la réalité. Anouk et Lou reçoivent de nouveau un SMS anonyme. Le message est glaçant, sans détour. Je sais ce que vous avez fait. Et, comme un coup de grâce, la vidéo de leur nuit apparaît en pièces jointes. La panique est immédiate. Le ton du message se révèle plus menaçant que jamais.
Il ne s'agit plus d'un simple avertissement, mais d'une pression psychologique assumée et clairement revendiquée. Qui se cache derrière ces messages? Que cherche réellement cette personne? Jusqu'où est-elle prête à aller? Anouk et Lou comprennent alors qu'ils sont désormais pris dans un engrenage dangereux, où leur intimité est utilisée comme une arme, prête à se retourner contre eux à tout moment. Ainsi, tandis que certains tentent de construire un équilibre fragile et que d'autres touchent du doigt une réussite professionnelle longtemps espérée, une menace invisible continue de planer sur l'institut. Plus que jamais, les personnages avancent sur un fil, conscients que la moindre révélation pourrait faire voler en éclats leurs efforts, leurs relations et leur avenir. Ainsi s'achève cet épisode 1345 d'Ici tout commence, un épisode où rien ne se brise franchement mais où tout commence à se fissurer dangereusement. À l'Institut Auguste Armand, chacun repart avec le sentiment que quelque chose a changé, sans toujours savoir mettre des mots dessus. Les sourires sont plus crispés, les silences plus lourds, et les regards plus méfiants. Derrière les murs de l'Institut, la peur ne fait pas de bruit, mais elle s'installe, lentement, insidieusement. Pour Anouk et Lou, la menace est désormais bien réelle. Leur réussite professionnelle, pourtant méritée, n'efface rien. Au contraire. Elle contraste violemment avec cette pression invisible qui plane au-dessus d'eux, prête à s'abattre à tout moment. Quand l'intimité devient une arme, quand le secret cesse d'être un refuge, il ne reste plus que l'attente et l'angoisse de ce qui pourrait être révélé. Du côté de Milan, la leçon est rude. À l'Institut, la passion ne suffit pas. Le talent ne suffit pas. Il faut aussi apprendre à se contenir, à encaisser, à se plier à des règles parfois implacables. Chaque erreur laisse une trace, chaque faux pas rapproche un peu plus de la chute. Et le chemin pour se relever s'annonce long, solitaire, exigeant. Dans les foyers comme dans les couloirs, les tensions s'accumulent. Carla continue de provoquer, de tester, de repousser les limites, pendant que Constance tente de préserver un équilibre déjà fragile. Les non-dits s'empilent, les vérités se dissimulent, et chacun croit encore pouvoir contrôler la situation sans mesurer à quel point elle lui échappe déjà. Et puis il y a ces blessures plus silencieuses, mais tout aussi profondes. Les désillusions de Fleur, les regards qui changent, les liens qui se déplacent sans prévenir. À l'Institut, on apprend à cuisiner, à servir, à exceller. Mais on apprend aussi, parfois malgré soi, que certaines pertes ne font pas de bruit, et qu'elles font pourtant tout autant mal. Cet épisode nous rappelle une chose essentielle, à Ici tout commence, ce ne sont pas toujours les grandes catastrophes qui font basculer les vies, mais l'accumulation de petites fissures, de silences, de compromis, de peurs qu'on préfère taire plutôt que d'affronter. Et la question reste entière. Jusqu'où peut-on aller avant que tout n'éclate? Combien de temps encore avant que les secrets sortent de l'ombre? Une chose est sûre, rien n'est réglé. Et ce qui se prépare pourrait bien être bien plus violent que ce qui a déjà été dévoilé. Merci d'avoir suivi ce résumé détaillé. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à partager vos impressions en commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite car à l'Institut, tout commence toujours par un silence.